Avec l'argent de vos impôts, on déverse un fric de dingue pour les privilégiés de la République. Alors, parce qu'il faut arrêter les prébendes, les sinécures, les rentes, les passe-droits des amis de Macron, il n'y a qu'une seule solution, renforcer la voix de la presse libre, de la presse alternative de TV Liberté. Notre mission de porte-voix, c'est grâce à vous et à vous seuls que nous pouvons la mener. Alors n'attendez pas, faites un don à TV Liberté. Nous avons dorénavant 30 jours pour assurer la pérennité de TVL en 2025. Le compte à rebours est lancé. La liberté à tout prix. Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de deux invités, Marie-Yvonne Bréant et Maître Bertrand Salquin. Bonjour madame, bonjour maître. Bonjour. Vous copubliez ensemble cet ouvrage publié chez Max Milo, Secret défense, mon mari a disparu, 50 ans de combat pour briser le silence, à retrouver sur la boutique en ligne de TV Liberté. Comme d'habitude, c'est votre histoire à vous, Marie-Yvonne Bréant, écrit par votre avocat Bertrand Salquin. Donc, c'est l'histoire d'une disparition, celle de votre mari Gilbert Bréant, pilote d'avion dans l'armée française, mort lors d'une mission aérienne. C'était le 24 mars 1969. L'État ayant toujours refusé de reconnaître qu'il est mort pour la France, vous n'avez jamais pu toucher quoi que ce soit, ni sa retraite militaire, ni son contrat d'assurance vie, rien du tout. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui les conditions exactes dans lesquelles votre mari a trouvé la mort en 69 ? Heureusement qu'au bout d'un certain temps, on en sait davantage, mais ça n'est pas clair du tout. Je pense qu'on n'a pas très envie de nous donner la vérité. On a mis 55 ans à nous donner des preuves. Les 2 premières années, on nous a certifié qu'on allait le retrouver, qu'ils étaient prisonniers, qu'on allait les sortir de là où ils étaient. Il a fallu faire rendre un jugement déclaratif de décès sur un territoire en guerre. En 71, là, vous l'avez eu. Oui. Donc, ça a été noté sur mon livret de famille en 71. Alors, maître, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer, vous racontez dans l'ouvrage que Gilbert Bréant aurait été à bord d'un avion d'une société privée marocaine. Est-ce que c'est légal qu'un officier, qu'un militaire soit à la fois sous contrat avec l'armée française et qu'il puisse à la fois signer des contrats privés ? C'est tout le problème. Selon Robert Boulin, qui est cité dans cet ouvrage, c'est tout à fait logique, puisqu'il écrit à la veuve en 1969 de s'adresser à la sécurité sociale marocaine, parce qu'il s'agirait d'une mission de coopération internationale. Et donc, pour le ministre Boulin, c'est une mission qui ne concerne pas l'armée et qui concernait une société privée marocaine. Et donc, on renvoie la veuve, à l'époque, à s'adresser à la sécurité sociale marocaine. Évidemment qu'en principe, un militaire ne peut pas travailler en dehors de l'autorisation spécifique du ministre des Armées pour une société étrangère. Alors, il aurait été abattu en rentrant d'une mission d'observation au Koweït, en rentrant par l'Égypte qui, à l'époque, était en guerre contre Israël. Vous ne savez pas. Les thèses les plus plausibles, ce serait qu'il aurait été abattu soit par l'armée israélienne, soit par l'armée égyptienne. Est-ce que vous en savez plus ? Non. Alors, oui et non. On en sait beaucoup plus puisque la Suisse a accepté en 2016 de déconfidentialiser 400 pages d'un dossier qui était également classé secret défense en Suisse. Ce dossier comporte des documents tels que des articles de presse en Suisse qui évoquent un mitraillage par la chasse israélienne dès 1971. Et puis, les archives suisses permettent d'évoquer d'autres pistes puisqu'on parle également de la DCA égyptienne.
Mais rien ne colle avec ce que nous raconte le gouvernement français depuis 1969, puisque selon le gouvernement français, l'avion ne peut pas se trouver là, puisqu'il serait 450 km plus au nord sur son itinéraire normal, c'est-à-dire sur l'itinéraire qui évidemment évite ce conflit. Or, quand on prend connaissance des archives suisses, ça paraît absolument pas possible. Et puis lorsque la presse française a évoqué la sortie de ce livre en janvier 2024, pour la première fois, le gouvernement français m'a spontanément adressé un fonds d'archives retrouvé dans ses archives à l'étranger, et en particulier auprès de l'ambassade de France aux Émirats arabes unis, qui évoque un mitraillage par la DCA égyptienne. Donc voilà, toutes les hypothèses, en tout cas, convergent vers la vérité. Et la vérité, c'est que cet avion faisait vraisemblablement une mission d'observation aérienne pour le compte d'une officine liée à la France sur une zone de guerre. Et ça renvoie... Mais l'armée française n'a jamais reconnu l'existence d'un éventuel mitraillage. Est-ce que l'armée elle-même savait précisément ce que faisait Gilbert ? C'est toute la difficulté de l'opacité de ces missions qui dépendent autant des armées que des services secrets. Donc on prend des militaires, certes, mais des militaires d'abord qui protègent leurs épouses en ne leur disant pas toute la vérité. Je l'écris dans ce livre. C'est une phrase que je prête à Gilbert, mais qui est la réalité. C'est que la meilleure protection des épouses, c'est de ne pas les tenir informées des affaires de l'armée. Donc évidemment que Marie-Yvonne Bréant, 21 ans, n'est pas informée d'autre chose que le départ de son mari pour une mission de topographie aérienne au Koweït, qui a existé d'ailleurs. De la même manière que les missions humanitaires des agents français existent réellement, ou que les missions de journalistes des agents français existent réellement. Il faut savoir que l'ALAT, qui était donc le peloton d'Alat où était mon mari à son régiment, voilà son régiment, faisait de la reconnaissance d'avions, de la reconnaissance aérienne. Je parle d'avant, c'est quelque chose je pense que c'est le général de Gaulle qui l'a instauré, et il travaillait bien sûr puisque nous dépendions de l'école de cavalerie de Saumur, mais il faisait déjà des vues aériennes avec les avions qu'il y avait à Terrefort. Néanmoins, madame, le commandant de votre mari vous a quand même affirmé qu'il aurait été abattu lors d'un détachement pour le compte de cette société privée. Et ensuite, il vous a bien dit qu'il aurait été mitraillé soit par un camp, soit par l'autre. Oui, bien sûr. Oui, c'est très compliqué peut-être de savoir qui exactement. Surtout qu'il faut savoir que quand ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas à abattre cet avion, du coup, personne ne l'avait vu et personne ne l'avait abattu. Je pense que c'est une erreur qui a été faite parce que je pense qu'ils n'avaient pas à l'abattre. Mais bien sûr qu'après, personne ne veut rien dire. Je vous répète, personne n'a vu l'avion et personne ne l'a abattu. Alors, comme ça, la solution... Vous expliquez aussi, maître, qu'un autre avion qui faisait le trajet inverse, avec également un Français à son bord, a lui aussi été mitraillé et a été abattu. Tout à fait. Alors, à l'occasion d'une communication très tardive, donc 55 ans plus tard, par le ministère des Affaires étrangères, non seulement M. Puot, ambassadeur de France aux Émirats arabes unis, écrivait en mai 69 à Michel Debré, qui était alors ministre des Affaires étrangères, pour évoquer le mitraillage le 24 mars 1969 de l'avion de Gilbert Bréant et Jean-Daniel Bernasconi, ce pilote suisse dont il faut parler également. Mais il évoque également il fait un lien avec le mitraillage le 10 avril suivant d'un avion d'Ethiopian Airlines piloté par un Français. Et il évoque les mêmes raisons, le mitraillage par la DCA égyptienne qui ne tolère pas qu'on approche son territoire. Je me suis intéressé... Au-dessus du canal. Oui. Alors on est au-dessus, on approche du canal pour ce qui est de canal de Suez. Pour l'avion d'Ethiopian Airlines, il est en tout cas sur le même axe. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que quand j'ai recherché dans les archives du Monde, votre confrère du Monde, je retrouve effectivement cet incident. C'est pas mes confrères, mais bon. Je retrouve la trace de cet incident dans cet article, dans des archives. Et le gouvernement français à l'époque indique ne pas savoir très clairement quelles sont les causes de la disparition de l'appareil. Or, on voit bien que Michel Debré était informé des causes pour l'un comme pour l'autre des appareils, qui était un tir de DCA, et ça n'a jamais été évoqué dans la presse française de l'époque. Et moi, ce que je veux dire, c'est que cette lettre de l'ambassadeur Puot, que j'ai d'ailleurs eu au téléphone... je l'ai là, ici, on la mettra en post-production. Mais il faut savoir que cette lettre, elle existe depuis 1969, et je n'ai eu
Je n'ai su connaissance de cette lettre qu'en 2024, en février cette année, 2024. Puisque cette lettre existait, j'étais la première concernée et c'est moi qui aurais dû le savoir. Je ne comprends pas pourquoi un ambassadeur dit l'avion a été abattu et qu'à moi on ne le dise pas alors que c'était... Alors, personne n'a jamais retrouvé le corps de votre mari, ni le moindre débris de l'avion qu'il pilotait. Pourquoi l'armée française est restée à ce point inactive sur ces recherches? Je pense que ça les arrange. Puis c'est la grande muette. Voilà. L'armée, en dehors d'une période extrêmement confuse de la guerre d'Algérie, où elle a failli déraper, l'armée française n'a jamais dérapé dans ses relations avec les institutions. C'est la grande muette. Donc on lui demande de prêter un pilote, elle prête un pilote. Est-ce qu'elle sait exactement ce que fait son pilote? Je n'en suis pas certain. Enfin, en tout cas, le commandant Campredon de Saumur ne sait certainement pas précisément ce que va faire Gilbert. Il sait bien que c'est une mission tout à fait particulière. Ce qui est singulier, c'est que on retrouve des lettres de Jean de Breuil qui écrit à la maman du pilote. Il l'appelle ma chère Thérèse. C'est ma belle-mère. Voilà, une piste du recrutement. Alors qui est Jean de Breuil? Jean de Breuil, qui était président de la commission des affaires étrangères au Sénat, mais c'est surtout un ministre des gouvernements de Gaulle successifs, une personnalité charnière de la Ve République aux côtés de Michel Debré, et il est à un poste clé chargé de la recherche de cet appareil, et il écrit jusqu'en 1976 à la mère du pilote et à Mme Bréant en disant qu'il mène des recherches actives auprès de toutes les ambassades, tout le réseau des ambassades au Moyen-Orient. Or, on sait qu'en 1971, la presse suisse de l'autre côté des Alpes fait état d'un mitraillage par la chasse israélienne, et à aucun moment Jean de Breuil n'évoque le mitraillage de l'avion. Et aujourd'hui, on se retrouve avec deux hypothèses de mitraillage. Une hypothèse évoquée par la presse suisse en 1971 par la chasse israélienne, c'est ce à quoi croyait fermement la famille suisse, et puis la thèse du mitraillage par la DCA égyptienne. Mais comme on est dans une affaire d'espionnage où chacun s'accuse, personne n'a rien vu et c'est toujours l'autre, j'ai trouvé dans le dossier de Marie Von Bréant des lettres de l'ambassade du Maroc qui évoquent une tempête de sable, parce qu'on a failli retrouver cet avion capturé par Israël, donc auquel cas le Maroc évoquait une tempête de sable. Le lendemain de la disparition de l'appareil, le 25 mars, on a des télégrammes dans le dossier secret défense de la Suisse, de l'ambassadeur du Maroc, qui évoque une tempête de sable. L'Égypte évoque un tir qui pourrait venir des Israéliens, et l'Israël, évidemment, n'a tiré sur aucun avion. Moi, je voulais dire qu'il a fallu que je fasse mes papiers de retraite à 60 ans pour apprendre que mon mari avait été passé au grade supérieur et décoré à titre posthume. L'armée ne me l'a jamais dit. Je l'ai lu sur un papier, j'ai ouvert des yeux très grands en me disant « Ah, j'ai aujourd'hui 60 ans et en faisant mes papiers de retraite, voilà ce que l'armée me donne. » Je n'ai bien sûr pas de reversion de veuve, mais j'ai su qu'il avait le grade supérieur et qu'il avait été décoré à titre posthume. C'est très très gentil de me l'avoir jamais dit. Ouais. Alors vous avez cherché votre mari quand même, madame, pendant 2 ans avant d'avoir un avis de décès de l'armée en 1971. Oui. Qui était à ce moment-là la personne au sein de l'armée qui communiquait avec vous? Les assistantes sociales d'abord, parce que le commandant Campredon a été muté en Allemagne, donc je n'avais plus tellement de... Après, mais les il a été muté, sociales... vous n'avez plus jamais entendu parler de lui? Non. Et c'est bien lui qui vous avait dit qu'il aurait été mitraillé? Surtout qu'ils allaient les retrouver. Pendant très longtemps, on allait les retrouver. Et au bout d'un moment, quand on ne les retrouve pas, on se doute bien qu'il y a eu quelque chose. Donc, silence radio entre 1976 et 2014, date à laquelle, monsieur Maître, vous entrez en scène et vous allez avoir donc accès à ce que vous évoquiez tout à l'heure, à savoir des documents que le gouvernement suisse va vous procurer. Qu'est-ce que vous allez découvrir en feuilletant ces pages? Alors c'est vraiment une manne miraculeuse. J'ai eu la confirmation de ce que Marie Von Bréant m'avait toujours indiqué. Elle avait évoqué cette tempête de sable de l'ambassadeur du Maroc. Je la retrouve dans le dossier suisse. Elle avait évoqué aussi une lettre importante, c'est une lettre de Jean Vidaillac. Alors Jean Vidaillac... c'est le PDG de la Société de topographie et de photogrammétrie de Casablanca, qui d'ailleurs est mort d'une crise cardiaque dans le train. On n'a plus jamais su ce qu'il était devenu, lui non plus. Donc il est associé à M. Evenou, dans une société à Paris.
dans une société qui effectivement ferait de la topogrammétrie à Casablanca. Et on va retrouver dans le dossier suisse une lettre de Jean Vidaillac qu'avait évoqué Madame Bréant. Après avoir rencontré la famille suisse, Jean Vidaillac écrit, et il écrit, mais la seule hypothèse possible, en fait, ça ne peut pas être un accident parce qu'il a 2 moteurs. L'avion était très fiable. Il ne pouvait pas, avec 2 moteurs, perdre de l'altitude aussi rapidement. Il était équipé de 4 radios, donc il aurait dû envoyer un message de détresse Mayday, Mayday. Donc la seule hypothèse possible, c'est le mitraillage par un avion ennemi. Et après avoir envoyé cette lettre, Jean Vidaillac, qui devait rencontrer Mme Bréant, décède d'un infarctus dans le train Bordeaux-Paris. Je l'ai quand même rencontré une fois. Il est venu ramener Et c'est pas la seule personne qui va décéder, puisque un industriel saumurois qui voulait l'aider va témoigner en gendarmerie, parce que lui aussi, avec une entreprise à Casablanca, il va également décéder, lui, dans un accident de voiture. Donc on retrouve dans le dossier suisse toute la confirmation, ce que Mme Bréant m'avait toujours indiqué, que effectivement ce mitraillage avait été évoqué par Vidaillac. Je retrouve les articles de la presse suisse que j'avais déjà eu par Mme Bernasconi, parce que Mme Bernasconi... Parce que je suis toujours resté en relation avec la sœur du pilote. La veuve du copilote. Voilà. Non, c'était sa sœur. Exactement. Ouais, parce qu'ils n'étaient pas mariés. Okay. Elle avait conservé précieusement des articles de la presse de Lausanne qui évoquaient ce mitraillage en 71, et on les retrouve dans les archives suisses. Donc là, on sait que tout le monde me ment. C'est-à-dire que moi, j'écris au gouvernement français depuis 2014 qu'il n'a rien. C'est pas possible. On n'a pas des services secrets aussi nuls que d'ignorer que l'avion a été mitraillé, alors que ça transpire du dossier suisse. C'est même écrit dans la presse suisse en 71, et Jean Debreuil, qui écrit à sa chère Thérèse Boulan, la mère du pilote, jusqu'en 76, n'aurait pas prêté attention ni ses services au fait que l'avion aurait été mitraillé par l'un ou l'autre des belligérants. Donc on sait, à partir de 2016, j'ai confirmation que Marie-Vonne dit la vérité, et j'ai confirmation que la France ment. Et j'en ai encore eu confirmation. Alors, au cœur de ce mensonge, maître, excusez-moi, mais il y a, c'est ce que vous écrivez, l'histoire d'un accord de défense entre le gouvernement français et le Maroc pour espionner Israël. C'est cela. Moi, c'est ce que m'a fait comprendre le président Hollande en juin 2022 lorsque je l'ai rencontré dans le cadre d'une réunion avocats-magistrats présidée par François Hollande, justement sur le thème du secret défense, c'est qu'il y a des lignes rouges qui sont infranchissables. Et notamment celle du ministère des Affaires étrangères, puisqu'on a rencontré également Laetitia de Saint-Paul, qui a serré Marie-Vonne dans ses bras et qui lui a montré... Elle est militaire à Saumur, à l'école de cavalerie. Et on sent que ces gens-là, il y a une ligne rouge qu'ils respectent, c'est le secret défense. Et quand c'est secret défense, quand c'est classifié, c'est ce que me disait François Hollande, les mensonges les plus grotesques seront toujours utilisés pour cacher la vérité. Parce que cette vérité, elle est de l'autre côté de la ligne rouge, celle que les politiques respectent. Ouais. Or, ce livre, c'est aussi de dire qu'il faut aussi penser aux familles. Et parce que on peut raconter n'importe quoi pour dissimuler une action qu'on souhaite garder secrète, et notamment des accords de défense entre les États. Mais comment est-ce qu'on ne peut pas penser aux familles lorsqu'on a une veuve avec 2 orphelins et que aucune réglementation ne permet qu'elle soit considérée comme l'épouse d'un militaire mort en service et qu'elle n'a pas les droits d'un militaire mort en service. Oui, au nom du secret d'État, on vous a complètement ignoré. Exactement, au nom du secret défense, on m'a ignoré. J'ai élevé mes enfants avec beaucoup de difficultés. Heureusement que j'avais des parents. Mais bon, c'est compliqué. À l'exception d'un gain RTL grâce à M. Evenou. Oui, voilà. Ça, c'est une anecdote, mais c'est révélateur. J'ai reçu 3000 francs d'un jeu que je n'ai jamais fait, bien sûr. Ouais. Parce que M. Evenou, qui était directeur de la même société qu'à Casablanca à Paris, était ami avec RTL. Et donc, c'était très gentil, mais... Donc vous n'avez eu en fait de retour de l'État français, en tout cas du ministère des Affaires étrangères, qu'à partir de cette année 2024. Exactement. Où le ministère nous dit, vrai ou faux, je ne sais, on ne pourra pas le savoir, qu'on ne nous cachait rien, qu'il n'y avait plus rien dans le fond des archives françaises. J'ai un courrier qui nous dit qu'effectivement, il confirme qu'il n'existe plus rien dans le fond des archives françaises, ni aux affaires étrangères, ni aux armées, ni à l'Assemblée nationale, mais qu'en revanche, en faisant une nouvelle recherche, cette fois dans le réseau de leurs ambassades à l'étranger, ils ont retrouvé auprès de diverses ambassades à Damas, aux Émirats arabes unis, en Égypte, quelques archives, une vingtaine de pages, dont celle qui est très importante. Cette lettre que je viens de vous montrer, qui informe Michel Debré, qui est à ce moment-là, vous savez, le père de la Constitution, mais à ce moment-là, il est ministre des Affaires étrangères, et qui informe Michel Debré du mitraillage de l'avion par la DCA égyptienne.
Ce qui n'est pas forcément vrai. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été abattu. Mais en tout cas, ça donne une idée que. Abattu, mais on ne sait pas par qui. On sait très bien, le gouvernement sait très bien qu'il François a. Puot, ambassadeur Oui, c'est l'ambassadeur. de France en République arabe unie. C'est cet ambassadeur qui m'a envoyé le premier télégramme jaune, que je ne savais pas qu'il y avait des télégrammes jaunes. Ce sont des télégrammes officiels des ambassades pour me dire qu'on avait perdu l'avion, qu'on en était sans nouvelles et que toutes les recherches étaient faites. Il m'a envoyé beaucoup de courriers, mais celle-là, jamais. Et j'ai reçu une autre pépite dans ce courrier dans ce dossier d'une vingtaine de feuillets. J'ai également reçu un feuillet qui est adressé à Jean de Breuil. Donc cette personnalité vraiment éminente, c'est un des ministres les plus centraux de la Ve République avec Michel Debré. Une lettre de 76 qui est adressée à Jean de Breuil, c'est une enquête des affaires étrangères qui lui indique que recherche ayant été faite à Casablanca, il n'existe aucune trace d'une société de topographie aérienne. C'est-à-dire que cette société n'a pas en réalité d'existence légale. C'est ce qu'on écrit en tout cas Jean de Breuil à Casablanca. Est-ce vrai, est-ce faux? C'est comme le gain RTL. C'est-à-dire que je suis dubitatif. Mais il a vu le chèque, il a vu le papier de la banque quand nous l'avons remis. J'ai encore l'enveloppe. D'ailleurs, souvent Bertrand m'a dit, mais comment t'as fait pendant plus de 50 ans, quand je l'ai connu, il y avait 50 ans, tout est intact, j'avais tout gardé. Et on touche à un univers tout à fait particulier et singulier, parce que au détour de ce livre, on rencontre un personnage tel que Robert Boulin, qui dit à la veuve d'aller se faire indemniser par le Maroc et qui va se noyer dans les années suivantes dans un étang en sachant nager, et sa fille a toujours crié au crime d'État. Jean de Breuil qui prend 3 balles dans la tête le jour du réveillon 76 et qui était chargé de retrouver l'avion en 78 et qui en 76 écrit encore qu'il recherche activement alors qu'il ment. Il ment à Madame Boulan alors qu'il lui envoie des chères Thérèse. Il lui ment effrontément puisqu'il ne peut pas dire qu'il recherche activement un avion dont tout le monde sait en réalité qu'il a été mitraillé et qu'à aucun moment, on a 3 correspondances de Jean de Breuil, à aucun moment il n'évoque auprès de la maman la piste du mitraillage. Donc il ment effrontément à la maman du pilote, on ment effrontément à Madame Bréant. J'ai retrouvé ces lettres au président de la République dans le fond des archives à l'étranger qui prouvent bien que Madame Bréant a également écrit plusieurs fois au président Pompidou à l'époque, puisque Pompidou a été élu en juin. C'est-à-dire que cet avion disparaît en mars. Il est envoyé par le gouvernement sous De Gaulle. En mars, il est abattu le 24 mars sous De Gaulle et Pompidou prend le pouvoir. Après, il devient président de la République derrière le général de Gaulle. Nous avons évoqué aussi une rencontre chez les Pompidou, à résidence secondaire chez les Pompidou. Madame Bréant, elle est formelle aux obsèques de Pompidou. Elle reconnaît la maison devant laquelle son mari s'est arrêté. Il est allé chercher les autorisations de vol. Pour aller chercher des autorisations de vol. Elle dit, et là, je l'ai reconnu. J'ai reconnu la propriété des Pompidou. Donc, on voit qu'on nage dans un univers de secrets. Et ce que je constate, c'est que les familles Boulin, les familles de Breuil, elles disent exactement les choses de Mme Bréant à propos de leurs proches, que ça fait plus de 50 ans qu'on leur ment. Et Mme Des mensonges, donc vraiment, j'insiste, pour empêcher l'État français de se fâcher avec Israël parce que l'État français voulait espionner Israël. Israël est légitime d'ailleurs parce qu'en passant au-dessus du canal de Suez, on espionne les deux. Et c'est pour ça d'ailleurs c'est toute l'ambiguïté. C'est-à-dire que visiblement cet avion avait été repéré. Oui, après la guerre des 6 jours, je crois qu'Israël avait mis main sur le... Exactement, le glade. Et ce qu'on évoque, c'est que cet avion, il avait été repéré puisqu'il est arraisonné en 67 ans, en 65 ans. À Benghazi. À Benghazi, c'est évoqué dans la lettre de Bidayak. En Libye, En Libye. Il est également victime d'un tir de décès en 66 et dans la lettre de Vidayak et dans ce livre, Vidayak évoque une erreur des Égyptiens qui auraient tiré par erreur en 66 sur l'avion et que la société a montré sa bonne foi, etc. Enfin, des sornettes. Des sornettes. Et il écrit ça à la famille suisse. Madame Golda Meir était Premier ministre israélienne. Ah oui, depuis 5 jours. Voilà. Et donc, j'ai su, par la hiérarchie de l'armée, enfin bref, que le général de Gaulle ne voulait pas un incident diplomatique avec Madame Golda Meir. Donc, on allait en rester là. Une des raisons, d'ailleurs, du mitraillage, c'était de ça. Israël était en crise institutionnelle, et c'est d'ailleurs pour ça que Nasser profite de la crise institutionnelle, puisqu'à la suite du décès du Premier ministre israélien, Israël se trouve sans Premier ministre. Nasser décide d'envoyer ses troupes de l'autre côté du canal. Israël riposte. Golda Meir arrive au pouvoir. Et ça fait 5 jours qu'elle est en pouvoir lorsque l'avion de Gilbert est abattu. Et certainement qu'il y a un concours de circonstances aussi qui fait que l'ordre de tir qui a été donné, si c'est Israël, vient peut-être d'une erreur d'appréciation de Golda Meir. Et il reste l'hypothèse de la DCA égyptienne, puisque c'est quand même ce qui est écrit au ministre par Robert Boulin, qui écrit à Michel Debré.
en mettant en cause la DCA égyptienne. Et 55 ans après, c'est tellement peu clair que tout ce qu'on sait, c'est que l'un des deux belligérants aurait abattu l'avion, et que si il a été abattu, il ne pouvait pas se retrouver là où le ministère des Affaires étrangères prétend qu'il se trouvait depuis 55 ans. Il ne peut pas être 450 km plus au nord. C'est Marine von Bréant qui me donnait un propos que j'ai rapporté dans le livre, qui me dit: mais Bertrand, les Égyptiens, ils mettaient pas des canons dans l'eau en 69. Mais non, puisqu'ils nous parlent de frontières. Mais sur la Méditerranée, pouvez-vous me dire où sont les frontières? Puisque l'avion était parti de Damas et qu'il allait au Caire. Et le Caire, c'est le delta du Nil. Et le delta du Nil, le premier port côtier, c'est Port Saïd. Il s'y était relativement arrivé. Enfin, je dis, parce que, puisque je n'ai aucune preuve, je dis relativement. Mais où voulez-vous m'expliquer où sont les frontières et surtout, sur la mer, sur la Méditerranée et tout ça. Vous connaissez la portée d'un canon d'une batterie DCA. Donc il y a quand même, pour qu'il soit battu par les Égyptiens, il faut quand même qu'il soit très proche du canal de Suez, parce que ça correspond quand même à la portée d'une batterie de DCA. Il est forcément déjà rendu sur la terre ferme, ou alors il est abattu par la chasse israélienne s'il est plus au nord. Mais il n'y a pas 50... Enfin, déjà, ne serait-ce que la façon dont il a été abattu nous donne une idée du belligérant qui aurait pu tirer dessus. Et en tout cas, nous donne une idée du mensonge des Affaires étrangères qui nous disent que l'avion ne peut pas être là, alors que l'ambassadeur de France, qui a eu Mme Bréant au téléphone, rapporte bien au ministre, et pourquoi lui rapporterait-il un mensonge, que la DCA égyptienne aurait abattu l'avion. Donc si on tient pour vrai, en mai 69, que la DCA égyptienne a abattu l'avion, c'est que l'avion se trouvait forcément au-dessus des terres. CQFD. Donc, on nous ment depuis 55 ans. Bertrand Salquin, Marie von Bréant, vous avez saisi le tribunal administratif en 2021. Nantes, à Nantes, exactement. Que se passe-t-il depuis? On va arriver 4 ans plus tard. Immobilité des juridictions administratives, de la même façon que le gouvernement n'a jamais répondu à mes sollicitations, qu'il a fallu passer par la Suisse pour avoir un début de réponse. Le gouvernement n'a pas produit la moindre écriture depuis 2020. J'ai fait un recours préalable en 2020, j'ai saisi le tribunal de Paris en 2020, qui a renvoyé sur celui de Nantes. C'est un droit, puisque le requérant est de Nantes et que Paris est engorgé, sauf que Nantes est aussi engorgé que Paris. Ce qui fait que, profitant peut-être de l'engorgement du tribunal de Nantes, le gouvernement français n'a pas écrit une ligne. Depuis 2020, pas une ligne, pas une pièce, rien. Cette pièce que j'ai reçue du ministère des Affaires étrangères, elle n'est même pas passée par la procédure. Alors j'espère que tout cela va se solder par un accord avec le ministère des Armées, avec le gouvernement, parce que je pense qu'il serait temps que le gouvernement reconnaisse la vérité et fasse des efforts pour déjà qu'on retrouve Gilbert Bréant et Jean-Daniel Bernasconi. C'est un vœu des familles. Avant l'indemnisation, c'est surtout de retrouver les pilotes. Parce que on dit qu'il faut faire son deuil pour aller mieux. Voilà, on fait comment quand on ne peut pas? Nous pensons que les Israéliens sont des gens civilisés, les Égyptiens aussi, et que l'un ou l'autre des belligérants ont inhumé correctement les pilotes s'ils ont été abattus à cette époque. Et un des vœux très chers de la sœur du pilote, Sylviane Bernasconi, avec laquelle je suis en relation constante en Suisse, c'est de retrouver son frère, de la même manière que Mme Bréant aimerait retrouver son mari, pour elle-même, pour ses fils. Ce serait déjà un geste du gouvernement français de faire en sorte que les pilotes soient rapatriés dans leurs pays respectifs et que la vérité étant dite, on ait un épilogue heureux à ce drame humain, et que ce livre soit aussi l'occasion de trouver un statut pour les familles des agents envoyés en mission secrète. Quand ça se passe mal, il faut que les familles soient prises en considération. Secret défense, mon mari a disparu, 50 ans de combat pour briser le silence, un ouvrage qui se lit vraiment comme un thriller écrit par vous, maître Bertrand Salquin. Merci à vous deux, merci madame, merci maître. On vous remercie beaucoup.